lo mostramos en el Festival de Venecia, en una presentación, digamos, inofficial. Nous avons terminé le documentaire, on l'a présenté premièrement en Europe au Festival de Venise, dans une présentation informelle. Y la presentación más formal, primera presentación más así formal, la hicimos en un puerto catalán que se llama Sant Feliu de Guíxols, y proyectamos el documental en las velas del Rainbow Warrior, la nave insignia de Greenpeace que estaba en el puerto, y fue espectacular verlo proyectado en las velas. Todo era un símbolo enorme. La première présentation officielle du documentaire, c'était dans un port catalan, à Sant Feliu de Guíxols, et on l'a projeté sur les voiles du bateau de Greenpeace, hein, le Rainbow, donc, et la projection, c'était vraiment magnifique. A partir de ese momento empezaron las muestras de solidaridad mundial con la gente de la Patagonia que decía no a ese proyecto. C'est à partir de ce moment-là qu'on commençait vraiment des manifestations de solidarité envers les habitants de la Patagonie. On a commencé à dire non à ce projet. Empezó una recogida de firmas dirigidas al gobierno chileno, y en poco menos de un año recogimos casi 350.000 firmas, incluso de grandes personalidades, diciendo no a ese proyecto. Et petit à petit, donc, on a recueilli 350 000 signatures qui ont été adressées au gouvernement chilien, notamment des signatures de personnes, d'éminentes personnes. Y gracias a la solidaridad y a la presión internacional logramos paralizar ese proyecto. Grâce à la solidarité, donc à la mobilisation internationale, nous avons réussi à paralyser le projet. Naturalmente, mi amistad con el ministro se lesionó para siempre. L'amitié avec le ministre a été pour toujours brisée. El documental estuvo prohibido 12 años en todas las televisiones chilenas, no se podía mostrar. Le documentaire a été interdit de projection pendant 12 ans dans toutes les télévisions chiliennes. On ne pouvait pas le projeter en... Y fue recién después de 12 años que una televisión universitaria del sur de Chile se atrevió a mostrarlo. 12 ans après, une télé universitaire du sud de Chili a eu le courage de le montrer. En síntesis, la intención fue hacer algo que sirviera. Es un documental militante, eso es obvio, pero queríamos hacer algo que sirviera, ¿no? Y fue posible hacerlo, ¿no? Fue posible. Es muy difícil doblarle la mano a una empresa multinacional tan poderosa como era Noranda, ¿no? Ese gran consorcio, pero le doblamos la mano. Et de une manière muy simple. Et ce documentaire est évidemment un documentaire militant. Notre objectif, c'était qu'il se voit, que les gens apprennent ce qui se passait. C'est un bras de fer très très difficile avec une entreprise multinationale, avec un grand consortium donc, canadien, multinational. Et donc voilà, on est vraiment heureux d'avoir pu les battre de cette façon. Porque el gobierno chileno había autorizado ese proyecto monstruoso, y la ley dice que para un proyecto así se necesita un estudio de impacto ambiental. Bueno, el estudio de impacto ambiental lo había hecho la propia empresa y tenía dos páginas. Donc le gouvernement chilien avait autorisé cette entreprise monstrueuse. Et vous pouvez vous douter que pour ce genre de projet, on a besoin de faire donc une étude d'impact sur l'environnement, mais l'étude avait été réalisée par la propre entreprise et le rapport c'était 2 pages. Y nosotros exigíamos un estudio de impacto ambiental hecho por lo menos por 3 universidades independientes. Et on a exigé que donc, ce rapport d'impact environnementaux fut rédigé par 3 universités indépendantes. Y la empresa
se negó a aceptar un estudio hecho por universidades independientes. Et l'entreprise a refusé en bloc cette étude faite par des universitaires. Bueno, en definitiva fue una pequeña victoria, pero yo me siento muy orgulloso de haber contribuido con mi pequeño esfuerzo a hacer posible esa pequeña victoria. Pour conclure, c'était une petite victoire, mais je me sens très fier, immensément fier d'avoir pu participer à cette victoire. Una parte de la humanidad ya tiene conciencia, ¿no?, de que debemos de tener el consumo irracional de algunos recursos y de algunos minerales. Je suis convaincu qu'une partie de l'humanité a compris qu'on doit arrêter de consommer de façon irresponsable, arrêter de toute cette consommation qui utilise trop de ressources. Sí. Porque en el caso del aluminio no basta con que se pueda reciclar. El problema está en la producción. El problema está en lo que genera la producción de aluminio. Ce n'est pas seulement un problème de recyclage, c'est aussi ce que génère la production d'aluminium. Y seguramente estamos ya en condiciones de reemplazar los materiales altamente contaminantes por otros que no sean contaminantes. On est dans un problème qui fait que on va remplacer un matériel qui est polluant par parfois d'autres matériels qui sont aussi polluants. Hace apenas 20 años, ne nous dérangeait pas d'acheter des bières dans des bouteilles de verre parce qu'on pouvait il y avait la consigne, on pouvait les retourner. Hace 30 años, todos los envases que hoy son desechables eran retornables, reutilizables. Il y a 30 ans, tous les emballages, tous les récipients, et on pouvait les retourner. Toda la gente que tiene más de 60 años recuerda las botellas de leche de vidrio o los envases de yogur de vidrio, que eran enteramente reciclables. Toutes les personnes qui ici ont plus de 60 ans se souviennent que le lait venait dans des bouteilles en verre et on pouvait les retourner, et bien sûr elles étaient entièrement recyclables. C'est pareil avec les pots de yaourt. Pero una visión economicista del progreso permitió que todo eso fuera cambiado muy rápidamente por la cultura de lo desechable, de lo de usar y tirar. Et une vision de l'économie trop centrée sur le profit a évidemment a évidemment changé le mode de production, et là tout est jetable, quoi. Hoy día sabemos que en el Atlántico y en el Pacífico hay islas de plástico que son tan grandes como la península ibérica. On sait aujourd'hui qu'en Atlantique ou en Pacifique, il y a des îles de plastique qui sont aussi grandes que la péninsule ibérique. Y eso es testimonio de que algo está mal en la idea de consumo, que algo está muy mal y que es urgente y que hay que cambiar. C'est évidemment quelque chose qui témoigne que quelque chose va très 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 mal dans l'économie. Évidemment, on doit le changer, c'est incontestable. Yo vivo en España, ¿no?, que es un país que tiene una gran tradición de consumo de pescado, y hoy día la gente empieza a tener mucho miedo a la hora de consumir pescado. Je vis en Espagne où les gens ont une tradition de manger du poisson, et aujourd'hui les gens en Espagne ont peur de manger du poisson, ils ont peur qu'il soit pollué. Porque recientes estudios que hicieron en la Universidad de Granada y en la Universidad de Deusto, en el norte, en el País Vasco, demostraron que todo el pescado que se consume en España, todo, sin ninguna excepción, tenía microplásticos. Des études qui est très difficile à comprendre ici en Europe, c'est-à-dire que, par exemple, notre réalité parfois est difficilement saisissable par les Européens, et par exemple, tout ce qui est eau au Chili, tout ce qui est lac, tout ce qui est rivière, tout ce qui est glacier, appartiennent à des privés, c'est de la propriété privée. Me cuesta mucho imaginar y comprender que un país que tiene casi 5.000 kilómetros de costa, bueno, todo el mar haya sido privatizado y vendido a 7 familias, todo el mar, con todo lo que hay en el mar. C'est incroyable, on a une bande de terre de 5000 km de long, et tout ce qu'il y a dans la mer, tout a été vendu à des entreprises privées.
Ah, 7 familles, pardon. 7 familles. Tout ce qu'il y a dans la mer, les poissons, les crustacés, tout. Hace 2 años la Organización Internacional del Trabajo entregó un censo muy curioso. Entregó un censo de qué ha significado la privatización del mar respecto de los pescadores chilenos. Il y a quelques années, l'administration a rendu un rapport sur ce que signifie la privatisation de la mer, quel effet a-t-elle eu sur les pêcheurs chiliens. Antes de la privatización había casi 3.000 pequeñas y medianas empresas que pescaban y hacían conservas de pescados, ¿no?, que se vendían y se exportaban. Casi 3.000. Avant la privatisation, il y avait presque 13 000 petites entreprises, moyennes entreprises, 13 000 entreprises qui vivaient de la pêche. 3.000. 3 000. Y después de la privatización no queda ni una. Aujourd'hui, après la privatisation, il n'y en a plus aucune. Y la pregunta es ¿por qué? Y el por qué se llama salmón. Pourquoi? La réponse c'est le saumon. Porque Chile tiene la pretensión de ser el primer país exportador de salmón del mundo. Le Chili prétend être le premier exportateur de saumon au monde. Para producir 1 kilo de carne de salmón se necesitan 8 kilos de carne de otros peces, de los peces del Océano Pacífico, que se convierten en alimento para los salmones. Pour produire 1 kilo de saumon, il faut 8 kilos de poissons pour que d'autres poissons, pour que ceux-ci se convertissent finalement en saumon. Por fortuna, algunos países de la Unión Europea se tomaron en serio el problema del salmón chileno y o está prohibido comprar salmón chileno por muchas razones. Heureusement, certaines législations internationales donc, empêchent cette importation de saumon. Plusieurs pays ont interdit l'importation de saumon venant du Chili. Y la razón fundamental es la siguiente, ¿no? Es que para que un salmón natural alcance la edad adulta y el peso de los 2 kilos y medio, necesita 2 años de vida. La raison est très simple. Pour qu'un saumon arrive à l'existence adulte, il y a besoin de 2 ans de vie. Con 2 años llega a ese peso ideal, 2 kilos y medio, su carne tiene el color maravilloso, insinuante del salmón y el aroma del salmón. Au bout de 2 ans de vie, il arrive au poids idéal, 2,5 kg, sa chair est tendre, sa couleur est belle, donc voilà, il est facile. El salmón de la piscifactoría en 2 meses alcanza los 3 kilos con hormonas de crecimiento acelerado. Le poisson de pisciculture, en 2 mois, lui, il arrive à 3 kilos avec les hormones évidemment. Y su carne tiene ese color natural del salmón gracias a colorantes artificiales. Et donc sa chair a cette belle couleur du saumon, mais grâce à des colorants artificiels. Todo el pescado de piscifactoría sufre el peligro de algunas pestes, de algunas enfermedades que se combaten con antibióticos. Tous les poissons de pisciculture sont très sensibles à de nombreuses maladies et donc ils sont injectés aussi avec des antibiotiques. Según la Organización Mundial de la Salud, el salmón chileno producido hasta el año 2011 tenía 4.000 veces más antibióticos que los permitidos. Jusqu'en 2011, l'Organisation mondiale de la santé a montré que tous les saumons qui étaient produits au Chili avaient 4000 fois plus d'antibiotiques que d'autres saumons. Y donde hay instalaciones que producen salmón, después de 2 años el mar queda muerto. Et là où il y a des installations de pisciculture de saumon, notamment en Patagonie, au bout de 2 ans, il n'y a plus rien dans la mer. Entonces se van un poco más al sur. 2-3 años de explotación y el mar queda muerto.
Et donc ils vont au sud. Ils déménagent un peu plus loin, un peu plus au sud, et c'est pareil, la mer devient morte au bout de 2 ans. Las primeras industrias del salmón en Chile se colocaron en una isla, que es una isla muy grande, se llama Chiloé, que era la isla de la mayor riqueza de peces y mariscos de todo el océano Pacífico. L'exploitation de la pisciculture de poissons s'est notamment installée dans une grande île au sud du Chili, l'île de Chiloé, où il y avait la plus grande biodiversité de vie marine, des poissons, des crustacés. Hoy, de toda esa riqueza, de esa biodiversidad que tenía Chiloé, no queda nada. Aujourd'hui, à Chiloé, il ne reste plus rien. Con la ruina de miles de familias de pescadores, con el fin de una cultura, la cultura de la gente que vivía del mar. Et ceci a entraîné des conséquences irrémédiables aussi sur la population, avec la fin de toutes ces personnes, des milliers de familles qui vivaient de l'exploitation de ces crustacés. Bueno, como digo, los problemas que tenemos son muy grandes y no quiero ser apocalíptico porque soy optimista. Voilà, mais on peut aussi... Después de empezado el proyecto. Donc il pouvait être présenté 20 ans après le début du projet. Entonces, en este momento ha comenzado nuevamente una gran movilización para que los proyectos que habían sido paralizados, como Hidroaicén, como Pascualama, una gran explotación aurífera que se iba a hacer perforando los glaciares, ¿no? Continúen detenidos hasta que no haya estudios de impacto ambiental serios. Donc une nouvelle mobilisation est en train d'être au Chili sur ces projets qui avaient été arrêtés. On peut aussi évoquer le cas de Pascualama, qui était une immense mine d'or qui allait se faire à travers la perforation des glaciers. Et donc une mobilisation est en marche pour justement qu'il y ait ces études d'impact sur l'environnement. En cuanto a es verdad que muchos grandes potentados han comprado enormes cantidades de tierra en la Patagonia, tanto en la parte argentina como en la parte chilena. Eso es verdad. Quant à la deuxième question, c'est vrai qu'il y a des personnes très riches qui ont acheté des énormes quantités de terre, tant du côté argentin que du côté chilien. Pero a veces hay excepciones, y una excepción fue Douglas Tompkins. Tompkins compró una enorme cantidad con el compromiso de recuperarla en su riqueza forestal, animal, y luego volverla al Estado chileno, y cumplió. Douglas Tompkins. Queremos una relación ética con la vida y con el mundo, porque el capitalismo nos ha hecho renunciar a la ética, y eso ha sido muy grave.